aux définitions de vitesse et d'accélération. Commençons par les vitesses. On peut définir trois types de vitesse si on veut là, exagérer la nomenclature. Je vais dire deux. Il y en a une qui est un peu étrange, qui est la vitesse scalaire moyenne, qui est définie à partir de la distance parcourue. Déjà, la distance parcourue, c'est un peu bizarre parce que c'est des valeurs absolues. Si je faisais un mouvement circulaire, mon déplacement, il est nul parce que je suis revenu au même point de départ puis que x final moins x initial vaut 0. Mais ma distance parcourue, c'est la circonférence. D'accord? Fait que je peux définir une certaine vitesse avec le déplacement, puis je peux définir une vitesse avec la distance, dépendant de la situation. Donc, la vitesse scalaire moyenne, celle-ci, on s'en sert pas tout le temps, mais elle est parfois utile. Elle est définie avec la distance, alors que la vitesse moyenne tout court est définie à partir du déplacement par rapport au temps. C'est surtout celle-là qu'on utilise. Vitesse moyenne. Je vous donne des exemples, là. Justement, pour un voyage où on fait un mouvement circulaire, par exemple, le matin, on se réveille chez nous et le soir, on termine notre journée chez nous, dans notre lit. Notre déplacement, il est nul. Donc, calculer une vitesse moyenne avec ça, c'est un peu nul. Et c'est plus ou moins utile. La vitesse moyenne vaudra 0. Si on veut savoir un peu la vitesse moyenne qu'on a eue dans la journée, on prendra la distance parcourue. Même chose pour une piste de course circulaire. On fait 25 tours de course. Si on calcule la vitesse moyenne ici, ça donne 0 avec la vitesse moyenne parce que le déplacement est nul. On revient au point de départ. Si on veut savoir la vitesse des coureurs, on va prendre la vitesse scalaire moyenne. OK. En général, on va... Bon, c'est les situations ça qu'on utilise la vitesse scalaire moyenne. En général, on va utiliser la vitesse moyenne. Un déplacement sur le temps pour un relativement grand intervalle de temps, 1 heure, 2 minutes, des grands intervalles de temps. Si on veut parler d'un intervalle d'une milliseconde, ben là, ou à un instant donné, on s'approche d'une vitesse instantanée, justement. Pour moi, c'est un peu la même chose, une vitesse instantanée ou une vitesse moyenne. Une vitesse instantanée, en réalité, c'est lorsque l'intervalle de temps est très, très, très petit. On appelle ça une limite, une dérivée, éventuellement. Ça, c'est ce qu'on appelle une vitesse instantanée. Donc, j'ai tendance à voir ça comme la même vitesse, selon que l'intervalle de temps soit grand, quelques minutes, 1 heure, une journée, une année. Alors qu'ici, ben, pour des très petits intervalles de temps, une seconde, une milliseconde, là, à un moment donné. D'accord? Donc, j'ai tendance à avoir deux définitions de vitesse, la deuxième ayant une limite qui est l'instantanéité. La première définition de vitesse scalaire moyenne est un peu différente, étant donné que la distance, c'est un peu différent, là, c'est comme des valeurs absolues, ainsi de suite. OK. Donc, une vitesse moyenne, c'est un taux de variation de la position par rapport au temps. Si je fais un graphique de la position par rapport au temps, on a ici un taux de variation moyen, parce que l'intervalle de temps il est grand, le domaine d'abscisse il est grand. Par exemple, 2 points éloignés. Si par exemple le matin à 8 heures, je me retrouve à 8 heures du matin, je me retrouve à la maison à une certaine distance et que pendant la journée je vais à l'école, je reviens pour travailler, puis je finis chez mon ami, je me serais déplacé d'une certaine distance. Si ma maison est à la marque de 100 mètres et que je me retrouve chez mon ami à la marque de 200 mètres, je peux calculer ma vitesse moyenne avec l'instant initial et l'instant final. Disons qu'il est 18 heures. On pourrait mettre le temps en secondes, idéalement. Là, ben, le taux de variation, j'ai écrit instantané, c'est un taux de variation moyen, TVM, si vous le notiez comme ça en secondaire 4, là, c'est une pente au fond. On calcule le delta Y, qui ici, le delta ordonné, qui ici n'est pas Y, c'est X, et le delta
abscisse en x, on n'a pas x, on a le temps. Et le calcul de v est justement la pente delta ordonnée sur delta t, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Sauf qu'en y c'est x et en x c'est t, d'accord? Donc c'est un taux de variation moyen. Si on cherche à avoir la vitesse instantanée, un t qu'on appellerait un TVI, justement, instantané, un taux de variation instantané, on pourrait prendre la pente de la séquente avec une droite comme ça et calculer la pente de cette droite-là. Si on veut, par exemple, à 9 heures, là, la vitesse instantanée. Ici, mettons qu'il est 10 heures. On s'est arrêté là, ici pendant un certain très court temps parce que ici, la pente de la tangente au sommet est nulle, la vitesse est nulle. Donc la vitesse, c'est la pente du graphique de position. Au début, ici, la vitesse est très grande. À 10 heures, elle est nulle. Ensuite, elle devient négative. Ensuite, d'accord, si on se revoit ici à, disons, 14 heures, la vitesse est aussi nulle parce que la pente est nulle. D'accord? Là, j'ai fait un graphique avec des courbes. On aurait pu se faire un graphique avec des droites. Ça aurait été plus simple comme première situation. D'accord? Si par exemple on part d'une position nulle à une position de 10 en 2 secondes, on aura une pente de 10 sur 2, une vitesse moyenne pendant la première partie du mouvement. Une vitesse moyenne pour la première partie du mouvement de 10 sur 2, 5 mètres secondes. Pendant la deuxième partie du mouvement ici, la vitesse de la deuxième partie, la vitesse moyenne, c'est 0 parce que la pente est nulle, parce que delta x vaut 0, parce que x final et x initial, à la fin de la deuxième partie et au début de la deuxième partie, c'est 10. Les deux sont 10, donc x final vaut 10, x initial vaut 10. L'intervalle de temps pourrait valoir 2 ici, jusqu'à 4. Delta t, t finalement t initial pour la deuxième partie. Donc la vitesse est nulle, la pente est nulle, 0 mètres par seconde. Et pour la troisième partie, ben là on aurait une vitesse négative. Disons que ça se termine à 5 secondes. La vitesse pour la troisième partie, 3, la vitesse moyenne. Vitesse finale de 0, moins vitesse initiale de 10, finale moins initiale, finale de 0, initiale de 10, sur le temps final qui est 5, moins le temps initial de la troisième partie qui est 4. Et donc on s'imagine des genres de points. Donc là on a une vitesse de moins 1. Okay? On peut aussi tracer le graphique de vitesse. Si je reprends cette situation-là en 3 exemples, 2, 4 et 5 secondes, je pourrais tracer, comme la vitesse était constante, une pente droite pendant les 2 premières secondes et qu'elle valait 5, je pourrais dire que la vitesse valait 5 pendant 2 secondes. Ensuite, elle vaut 0 pendant 2 secondes et ensuite, elle valait moins 10. Oups, j'avais écrit moins 1. Donc, moins 10 là, sur mon axe, ce serait genre ici. Désolé, j'empiètre sur les formules. Donc, on aurait une vitesse de moins 10. La pente est très abrupte, 2 fois plus abrupte que pendant la première partie. Okay, donc, moins 10. On aurait un graphique de vitesse par plateau ici. On a affaire à un mouvement rectiligne uniforme au fond, pas d'accélération, juste des gros changements de vitesse subis. Un peu impossible, là, mais on fait souvent ça en approximation. 3 vitesses pendant une première partie, une deuxième partie. Ça donne un graphique, ainsi de suite, ainsi par plateau. Ça donne un graphique de position qui est par séquence de droite, quand il n'y a pas d'accélération des MRE. Je ferai d'autres exemples de graphiques là, quand le temps viendra. Je vais définir les accélérations. C'est exactement les mêmes que pour les vitesses. Au fond, la vitesse, c'est la dérivée de la position.
Ben, l'accélération, c'est le changement de vitesse dans le temps. On ne fait pas d'accélération scalaire, là. Ça se passe juste pour la vitesse. Pour l'accélération, éventuellement, pour un très petit intervalle de temps, on va dire que c'est la dérivée de la vitesse, si l'intervalle de temps est petit. Donc, on peut faire le même genre d'analyse graphique sur un graphique de vitesse pour analyser l'accélération. Si la vitesse ne change pas, l'accélération vaut 0. Si la vitesse change, il y a une accélération. Si la pente est positive, accélération positive. Donc, si j'ai une vitesse de 10 et que plus tard, j'ai une vitesse de 20, puis ensuite une vitesse de 0. Donc, c'est une autre situation complètement pas reliée au premier graphique. Il n'y avait pas d'accélération là. Il y en avait une ici, mais je ne l'analyserai pas, c'est un peu compliqué pour le moment. J'y reviendrai en fait. Donc, si je prends une nouvelle situation là en bas, la pente est nulle ici, j'ai A égale 0. Il n'y a pas d'accélération. Sur le graphique de vitesse, c'est l'accélération qui est le changement d'ordonnée sur le changement d'abscisse, qui est la pente. Donc ici, j'ai une pente positive. Et si je me donne des chiffres, là, mettons que j'ai 5 secondes, 10 secondes, 12 secondes. Donc là, j'ai un intervalle de temps de 5 secondes en abscisse et 10 mètres secondes en ordonnée. Donc A, delta V sur delta T, 20 moins 10 en ordonnée en vitesse. 20 moins 10, ça fait 10. Divisé par delta T, la variation d'abscisse, 10 moins 5. Ça fait 10 sur 5, ça fait 2 mètres par seconde carré d'accélération pendant la deuxième partie de ce mouvement-ci. Ensuite, l'accélération négative, vous pouvez la calculer. On a une chute de 20 en 2 secondes. Une chute de 20 mètres secondes. Ça, c'était la deuxième partie. Là, je suis dans la troisième partie, ici. Une chute de 20, donc vitesse finale moins vitesse initiale, delta V. Sur delta T, pour cette partie-là, 12 moins 10. Donc, on a une chute de moins 10 mètres par seconde carré. Voilà l'accélération. D'accord. Puis sur un graphique de vitesse, si ça courbe, on peut aller chercher l'accélération en faisant une pente de tangente. Là. La dérivée représente la pente de la tangente. OK. Donc voilà pour les définitions. Et j'ai aussi parlé de l'analyse graphique en même temps, au fond. Les définitions, c'est ces formules-là, si on veut, là. Un taux de variation qui devient instantané si l'intervalle de temps est petit. Puis pour l'accélération, voilà la définition. Puis c'est ces définitions-là, puisque ce sont des définitions delta blabla sur delta blabla, une division, qui font en sorte que sur un graphique, on obtienne la pente. La vitesse est définie comme un taux de variation de position dans le temps, et donc, sur un graphique, ça représente la pente. Puis l'accélération, la même chose par rapport à la vitesse, donc sur un graphique de vitesse, l'accélération nous représente la pente. OK, je résume ça ici. Puis, je vais aussi vous présenter le concept contraire de la pente. Si j'ai un graphique de vitesse, puis de position et que je veux la vitesse, si j'ai un graphique de position et que je veux la vitesse, bien la vitesse, c'est la variation de la position dans le temps. C'est donc la pente. C'est donc la dérivée. La pente du graphique. Dans certains cégeps, on va vous demander de calculer des dérivées parfois. Dans d'autres, non. Vérifiez avec votre prof si c'est préalable. Normalement, si ce l'est, vous n'auriez pas pu vous inscrire en mécanique si vous n'aviez pas passé ou au moins suivi le cours de dérivée, de différentiel. Puis c'est la même chose
donc du graphique de vitesse à accélération. L'accélération, c'est le taux de variation de vitesse dans le temps. Et donc, c'est la pente, c'est la dérivée. Le phénomène contraire existe si on veut passer d'un graphique d'accélération à un graphique de vitesse. Tantôt, je mentionnais que la vitesse était la dérivée de la position. L'accélération est donc la deuxième dérivée de la position. On pourrait l'écrire comme ça aussi, là, en bas à gauche ici. Comme c'est la deuxième dérivée, si vous avez fait le cours de calcul différentiel, vous savez que la deuxième dérivée représente la concavité, la courbure. Ici, donc, on voit sur le graphique que j'avais fait en haut, là, que j'ai dit qui était un peu compliqué, on voit qu'il y a une accélération négative au début, puis ensuite positive, là, à cause de la courbure de la concavité. Et j'y reviendrai là, dans les exemples sur les graphiques. Je disais qu'il y a une opération contraire si on veut remonter à partir du graphique de position. Bien, vous allez voir, c'est assez simple. Hein? C'est juste l'analyse de l'équation qui nous a dit que à droite, si je divisais la position par le temps, ben, c'était une pente. Si je divisais la vitesse par le temps, c'était une pente. C'est une dérivée. Parce que l'équation nous dit que c'est une division. Hein? C'est une division. Une dérivée, c'est une division instantanée. Ben, si je veux isoler la vitesse, regardez l'équation du bas, A égale delta V sur delta T. J'isole la vitesse à droite, delta V, donc je multiplie par le temps, ça me donne l'accélération multipliée par le temps. Bien, si vous regardez bien un graphique d'accélération en fonction du temps, puis mettons que l'accélération vaut 2 pendant 5 secondes, bien, l'accélération fois le temps, c'est donc le 2 fois le 5. C'est comme l'aire du rectangle qui est là. Donc, c'est comme ça qu'on va le voir dans notre cours, dans votre cours de mécanique. C'est l'aire sous la courbe d'un graphique d'accélération. Si on calcule l'aire, qui est comme une multiplication, vous verrez que c'est aussi un peu comme une intégrale. Bien, on va obtenir le delta V, le changement de position. Vous ferez attention, ça ne nous donne pas de vitesse. Le changement de vitesse, ça ne nous donne pas la vitesse finale ni la vitesse initiale, ça nous dit de combien elle a changé entre 0 et 5. Si je vous demandais la vitesse finale, il faudrait que je vous dise que la vitesse initiale valait 0 ou 10, puis là, vous ajouteriez 2 fois 5, un autre 10. 2 fois 5. Puis, c'est la même chose si j'ai un graphique de vitesse et que je vous demande le delta X, le déplacement. Vous pouvez remonter en faisant l'aire du graphique de vitesse. C'est comme une multiplication des ordonnées par les abscisses. C'est comme une intégrale. Puis là, ben, je vous donne un exemple. Si la vitesse vaut initialement 10, puis qu'après 5 secondes, elle vaut 20. Nouvel exemple. Là, aucunement relié au précédent. En 5 secondes, à partir de 0 secondes. On a donc un carré ici, un rectangle de 5 fois 10. 5 fois 10, ça fait 50. Puis en haut, on a un triangle qui a une base de 10, puis une hauteur de 10, puis une base de 5. 5 fois 10, mais divisé par 2 parce que c'est un triangle. On a donc 25. On a une hauteur de triangle de 10 ici, entre 10 et 20. Puis on a donc une aire de 25. Fait qu'ici, je pourrais calculer que le delta X, c'est l'aire sous la courbe, c'est 75 mètres si la vitesse est en mètres secondes et le temps en secondes. OK, donc on va faire des exemples de ça. L'idée que si on veut passer d'un graphique si on a un graphique de position puis qu'on nous pose des questions sur la vitesse, on réfléchit à la pente. Si on nous pose des questions sur l'accélération, on peut penser à la concavité. C'est un graphique de position. V, c'est la pente. Et A, c'est la concavité. C'est une courbe concave par en haut ou par en bas. Je reviendrai dans les exemples là. Je donne pas mal de détails ici. Si on a un graphique de vitesse,
qu'on pose des questions sur la position, ben, le déplacement peut être calculé avec l'air et l'accélération peut être calculée avec la pente. Sur un graphique d'accélération, ben, on peut obtenir le changement de vitesse delta V à partir des aires sous la courbe. D'accord? Je vais arrêter cette capsule ici maintenant, puis les situations problèmes, exemple MRU, MRUA, je fais ça dans une deuxième capsule qui résumera en tout la théorie pour la cinématique en une dimension. OK. Donc je vous revois dans la deuxième capsule.